Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui dans Bien dans son job, on se pose cette question, comment traverser une crise comme celle que l'on a vécue, cette crise Covid, lorsqu'on dirige une entreprise d'événementiel, de recrutement et d'intérim. On en parle avec Stéphane Actis, il est à la tête du groupe GR International, il nous fera partager son expérience dans quelques instants. Smart Philo, pourquoi il est urgent, nécessaire de réhabiliter l'imagination. On en parle dans quelques instants avec le philosophe Xavier Pavie. Il sera notre invité. Puis dans le cercle RH, pourquoi l'inflation qui progresse en Europe explose aux États-Unis risque d'avoir des conséquences au-delà de la question du pouvoir d'achat sur l'emploi. On va tenter d'expliquer et de comprendre cet axiome avec nos invités, des économistes et des spécialistes de ce dossier. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, une question lancinante. Comment attirer les talents dans votre start-up? Conseils et méthodes avec Michael Fouché, managing director chez Nicholson Search, qui travaille justement dans les métiers de la tech. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, l'occasion pour nous aujourd'hui de peut-être revenir sur ce qu'ont pu traverser les chefs d'entreprise, les entrepreneurs pendant cette crise Covid, parce qu'on parle déjà de reprise, de relance, on parlera d'inflation dans notre débat et on a Stéphane Actis sur le plateau. Merci Stéphane de nous avoir rendu visite. Vous êtes le directeur général du groupe GR International et ceux qui suivent notre émission, eh bien vous avez découvert il y a quelques mois, en mars dernier, plein cœur Covid, et vous aviez accepté de vous livrer sur ce que traversait une entreprise dans le secteur du recrutement, de l'événementiel, l'événementiel qui était à zéro à l'époque. Totalement. On est d'accord. Totalement. On va en parler avec vous. Je voudrais juste que vous écoutiez, vous réécoutiez, parce que c'est vrai que j'imagine que vous avez oublié tout ce que vous nous avez dit sur le plateau. C'était pas simple, évidemment, dans le contexte du moment. On vous écoute, et puis on se retrouve juste après. Le marché est impatient de reprendre. Ça, c'est clair, on le sent. Les chefs d'entreprise avec lesquels on travaille, les DRH, les secrétaires généraux sont impatients que ça reparte. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un schéma où tout est en attente. C'est-à-dire que les recrutements, on en valide quelques-uns parce qu'il y a toujours le flux de départ, donc c'est changé. Mais c'est en attente. Tout étant un petit peu un stand-by des annonces, soit du gouvernement, ça, c'est dur, soit des annonces de reprise, enfin en tout cas. Et ça, c'est très dur à gérer pour un dirigeant d'entreprise aujourd'hui. Stéphane Actis, est-ce on peut appeler ça la résilience? C'est un mot qui a été un peu galvaudé, qu'on a beaucoup utilisé, mais est-ce que vous avez le sentiment d'être résilient pendant cette crise? Alors oui, je pense que c'était un mot parfaitement adapté et nécessaire, parce que comme on l'entend dans le reportage dans lequel j'étais intervenu, on n'avait pas de visibilité, tout était arrêté, on ne savait pas ce qu'on allait faire de nos salariés, même si les aides gouvernementales ont permis d'avancer dans notre démarche, je dirais. Chômage partiel pour vous? Un peu de chômage partiel, finalement assez peu, sauf sur le secteur événementiel qui a été tellement touché et impacté que là, ça a été beaucoup plus difficile à gérer. La partie recrutement a continué doucement, mais à continuer. Donc ça a permis quand même de garder un peu de flux, garder un peu de travail pour nos équipes, et puis de préparer la sortie de crise, même si on n'avait pas une visibilité très claire, que l'on a un peu plus aujourd'hui. On l'entend, vous étiez un peu dans le flou quand même. Complètement. Vous dites on est dans un cycle très lent, très mou. Les DRH aimeraient que ça reprenne, mais ils ne savent pas quand. Au moment où vous nous parliez, est-ce que vous avez été traversé, comme j'imagine beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, par le doute, par de l'inquiétude profonde, de vous dire est-ce que ça va bien repartir? Bien sûr. Quand vous avez une entreprise avec plus de 100 salariés qui travaillent pour vous, chez vos clients, du recrutement, etc., que les charges fixes sont là, de loyer, les charges, tous les investissements que vous avez lancés, parce que y a des investissements qui se font sur plusieurs années, et vous vous dites, là, ça va être un peu compliqué de continuer à payer les salaires de nos salariés, de continuer à se développer, et de pouvoir préparer la sortie de crise pour se relancer de manière qualitative, parce que c'est le but de notre métier, et avec les clients qui nous font confiance et qui vont, eux, avoir des besoins immédiats de personnel. Donc vous l'avez ressenti, c'est-à-dire que dès lors qu'on a parlé de relance, voire de reprise économique, vous l'avez vécu. Un mot quand même sur l'événementiel, parce que c'est un des secteurs qui se développait chez GR Group International. Est-ce que l'événementiel est reparti au même rythme ou pas ?
l'événementiel est reparti très fort sur des petits et moyens événements, parce que c'est finalement facile à organiser, et tout le monde avait envie, en sortie de crise depuis septembre, je dirais, de revoir ses clients, de faire des petits séminaires d'entreprise et de faire bouger les choses. Mais pas les grands raouts dans les très grandes salles. Pas pour l'instant, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on manquait encore terriblement de visibilité sur ce qu'on pouvait faire. Et puis, les budgets des entreprises avaient quand même été un petit peu gelés sur les gros événements. On s'attend jusqu'à la fin de l'année à beaucoup d'événements de taille petite-moyenne, avec quelques gros événements, mais somme toute assez limités. En revanche, le début 2022 sera plutôt sur des gros événements, parce que là, on va relancer la machine, et ça veut dire la machine de l'événementiel, la machine des événements avec des clients, des événements d'entreprise, des gros, je dirais des salons, foires et salons qui sont aussi très impactés, et on pense que ça va vraiment changer à partir du début de l'année prochaine. Alors, il faut se remettre dans le contexte, on nous évoque une 5e vague dans laquelle nous serions rentrés, les Allemands sont frappés de plein fouet, la France un peu moins, mais on nous dit que nous sommes dans une 5e vague. En revanche, pour le recrutement, c'est reparti très fort. Oui. Est-ce que vous êtes confronté, parce qu'on l'entend beaucoup sur ce plateau, vous aussi, à la difficulté de recruter? C'est-à-dire que vous avez des clients qui vous disent, nous, on voudrait recruter, on a besoin de tant d'hôtesses, de secrétaires de direction. Mais vous, en bout de chaîne, vous n'avez pas les candidats? Nous, on est impacté des 2 côtés. Parce que aussi bien du côté interne, où on a des consultants, on a des équipes. Certains ont décidé de quitter Paris pour aller en province. Certains ont décidé de prendre d'autres métiers pour changer de vie. Donc, on doit aussi remplacer certaines équipes qui sont parties au sein de notre entreprise. Et après, on a nos clients qui sont extrêmement impatients, qui eux sont impactés par une reprise qui est assez forte, qui est très rapide et qui nécessite beaucoup plus de staff. Et ça va des cabinets d'avocats qui ont une activité qui reste très intense, ça va de sociétés de gestion, ça passe dans des grosses entreprises, pareil, plutôt industrielles, où le besoin est là, et la main-d'œuvre n'est pas présente. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver. Concrètement ? Alors, on a la chance d'avoir un groupe qui a plus de 40 ans, qui a 41 ans cette année. Donc on a un historique, on a une façon aussi de recruter, on a des bases de données qui nous permettent d'aller rechercher des personnes qu'on avait approchées ces dernières années. On a des consultants qui sont quand même des chercheurs et des chasseurs, parce que on en parlait la dernière fois. Aujourd'hui, on peut recruter aussi bien une assistante qu'un directeur général. Les annonces sont peu efficaces, c'est de la chasse, c'est-à-dire qu'on va chasser, quel que soit le niveau de rémunération. Les gens connaissent ce terme, mais vous passez un coup de fil et vous lui dites « Bonjour, ça ne vous dirait pas de venir changer de boîte ?» Il y a tout un tas de solutions techniques, les réseaux sociaux, etc., qui nous permettent d'aller chercher. Les LinkedIn, les WhatsApp et j'en passe. Etc. Donc on peut utiliser tous ces réseaux-là, mais c'est une chasse quasiment pour tous les postes. Quand vous mettez une annonce, à partir du moment où vous avez un job qui est très pointu, qui est très qualitatif et qui est très spécifique, soit en cabinet d'avocat, mais dans plein de sociétés, vous allez chasser, parce que les réponses aux annonces ne conviennent pas à la recherche que vous avez, pour beaucoup de postes que nous avons aujourd'hui. Vous avez des clients qui vous le disent aussi, puisqu'ils viennent prestater chez vous leurs difficultés à trouver des collaborateurs. Ils vous disent, moi, en fait, j'y arrive pas. Et ils vont s'appuyer sur un cabinet de recrutement. Alors, vous devenez plus là, vous passez on passe dans le volet recrutement, finalement. Et ils vous disent, trouvez-moi la perle rare. Là, c'est pareil, pour des postes d'hôtesse d'accueil dans les métiers du luxe, parce que c'est un de vos cœurs de métier. Comment on fait, là, concrètement? Comment on fait pour... Est-ce qu'elles existent et qu'elles ne veulent plus revenir? Je dis elles, parce que c'est souvent des métiers féminins. Ou est-ce qu'il y a une vraie pénurie? On n'a pas assez de postes? Alors, je pense qu'il y a une vraie pénurie, ça c'est certain. Il y a eu un arrêt comme de l'activité pendant de longs mois qui a permis à beaucoup de personnes aussi de changer d'environnement de travail, soit de type de travail, soit de lieu géographique, en tout cas qui a permis d'évoluer et changer d'idée sur ce qu'on voulait faire de sa carrière. Forcément, ça perturbe les choses. Donc pendant quelques mois, il est certain qu'on va avoir du mal à recruter. À un moment, donc là, vous êtes dedans, là? Là, on est en plein dedans. D'accord. On a aujourd'hui des centaines de postes ouverts, des clients qui tous les jours nous appellent pour nous demander des nouveaux postes, qui veulent se développer et créer de nouvelles structures parce que l'économie marche finalement assez bien. Mais en bout de chaîne, vous n'avez pas les candidates. En bout de chaîne, on n'a pas les candidats qui se présentent. Donc effectivement, il y a un problème entre l'offre et la demande aujourd'hui. Exactement, et c'est un vrai sujet dont on parlera dans quelques instants dans le débat autour de l'inflation, de la pénurie de main-d'œuvre. En quelques mots, Stéphane Actis, l'avenir pour vous, c'est quoi? Parce que je leur dis, c'est pas pour créer de l'angoisse sur ce plateau, mais on nous annonce une 5e vague, les enfants de nouveau sont masqués, dans les stations de ski, il faudra porter le masque. On a le sentiment que de nouveau, on est reparti dans un round un peu incertain et instable. Vous avez ce sentiment-là? Alors, finalement, assez peu,
Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même la majorité de la population qui est vaccinée, un niveau de risque qui est quand même somme toute assez limité par rapport à ce qu'on a pu vivre pendant de longs mois. Les entreprises jouent le jeu avec l'utilisation des masques, utilisent encore les gels, etc. On sait faire. Voilà, on a quand même un historique, alors pas très, très agréable à entendre, mais en tout cas qui nous a permis d'apprendre à vivre différemment. Donc il y a moins d'inquiétude que quand vous étiez en mars dernier. Voilà. Il y a aussi le télétravail qui a été mis en place pour beaucoup de personnes, avec des personnes qui sont un petit peu plus chez elles que dans l'entreprise, donc moins de transports en commun, moins de déplacements, moins de risques de contact, ce qui est important. Tout ça cumulé me fait dire qu'aujourd'hui, on a quand même un track record de cette crise qui nous permet d'évoluer différemment. Donc ça, je pense qu'on a quand même des bonnes perspectives, une meilleure confiance qu'on ne l'avait. Maintenant, effectivement, il ne faut pas baisser la garde, continuer à faire extrêmement attention, mais pour l'instant, on n'a pas, nous, de signal fort de la part de nos clients d'un nouvel arrêt. Il dit, écoutez, finalement, on met en attente ces recrutements. Pas de signaux négatifs. Aucun pour l'instant, et on espère que ça continuera. Et que ce soit pour du recrutement, de l'intérim, mais aussi pour de l'événementiel. L'événementiel, les petits événements sont lancés, on n'a aucune annulation à date. Donc on estime que c'est quand même une volonté d'avancer et d'aller retrouver une activité normale. Annulation à date pour les grands événements dont vous parliez pour janvier, puisqu'en fait vous préparez déjà évidemment les événements de janvier 2022, qui est un peu la rentrée, la vraie rentrée, parce que septembre il y avait une forme d'inquiétude et d'incertitude. Oui. Disons que janvier 2022 sera peut-être la vraie rentrée. Merci Stéphane Actis d'être venu nous rendre visite. Puis c'était intéressant de comparer les deux situations, les deux états d'esprit en quelque sorte. Directeur général du groupe GR International, 100 collaborateurs, de l'intérim, du recrutement, mais aussi de l'événementiel. Et vous cherchez, il y a des postes ouverts. N'hésitez pas si vous cliquez l'onglet recrutement chez GR Groupe International. Il y aura sûrement peut-être un poste qui vous correspond. Merci et à très bientôt. Smart Philo. Tiens, on va faire un peu de philo. On va s'arrêter un tout petit peu. On va lever un tout petit peu la tête et on va parler de l'imagination. Bah oui, on va en parler. Et c'est juste après. L'imagination, tiens, on va sortir peut-être de l'entreprise, encore que dans l'entreprise, il faut faire preuve, on dit d'agilité, peut-être d'imagination. Xavier Pavie, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du centre Imagination. Ça ne s'invente pas, et auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, Imaginer le monde de demain. Alors, c'est un livre sous direction, c'est vous qui l'avez dirigé, avec des personnalités, Comte Sponville, Cyrulnik, Dominique Bourg, Michel Serres, Éric Fotorino, pour ne citer que quelques-uns. C'est un livre foisonnant, édité chez Maxima. L'imagination et donc la créativité aussi, commençons par le début, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose, la créativité. Il faut avoir de l'imagination pour être créatif. Oui, vous avez raison, les deux se rassemblent, les deux finalement vont se répondre l'un et l'autre. Mais vous avez raison de préciser, quand vous avez présenté, la question des entreprises, parce que la question de l'imagination, c'est imagination en latin. Et ça veut dire vision. Autrement dit, si vous n'avez pas d'imagination, vous n'avez pas de vision. Et ça peut un peu stresser tout le monde, de se dire finalement, il me faut peut-être un peu d'imagination si je veux voir un peu plus loin. C'est dépassé, c'est vieillot, c'est un concept usé, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont arrivés dans le jargon de l'entreprise. C'est vrai que le mot imagination, c'est pas le mot qui revient le plus si on faisait un nuage de mots. Ça vous semble désuet ou il faut donner vie à ce mot dans l'entreprise? Oui, vous avez raison. On n'utilise pas le mot imagination comme s'il y avait un peu de pudeur, comme si on n'osait pas parler d'imagination. C'est l'enfance. Oui, c'est l'enfance. Mais c'est un peu lié avec ce que vous disiez sur la notion de créativité. On n'ose pas tellement se dire créatif. Ça va pour les artistes, ça va pour les écrivains, ça va pour les cinéastes, je ne sais quel autre type d'art. Mais se dire soi-même, je suis créatif, lorsqu'on demande à quelqu'un, la réponse va être non. Il y avait d'ailleurs une étude intéressante dans les années 60 qui montrait qu'on apprend à ne pas être créatif. Mais nous sommes naturellement créatifs. La question va être jusqu'où on se pousse à être créatif. Jusqu'où on va également se dire, j'accepte cette créativité-là, mais je vais également travailler dessus. Parce que la créativité est comme un muscle. Comme l'imagination, à la fois je vais devoir oser et à la fois je vais devoir m'entraîner, m'exercer à être de plus en plus créatif. Ce qui n'est pas une évidence. C'est pas une évidence et la société nous empêche parfois de l'être. C'est ce que vous nous dites. Dans l'enfance, on est plutôt imaginatif, créatif, puis tout d'un coup, ça s'arrête. Une chape de plomb qui nous empêche de nous libérer, non? Oui, pour le dire clairement, nous avons, à partir de à peu près 6-7 ans peut-être, nous avons une obligation d'une certaine manière à rentrer certaines choses dans certaines cases, dans certaines disciplines. Or, la créativité, par définition, comme l'imagination, c'est ne pas se fier à des barrières. Et donc de réussir à mêler les choses. Si nous mêlons les choses, c'est ce qu'on appelle parfois l'imagination combinaison. Ça veut dire que nous allons
oser combiner différentes choses. Un enfant osera combiner un crayon avec sa feuille pour en faire un avion. Eh bien, il va pouvoir s'amuser et créer avec ça. Nous n'allons pas oser, d'une part parce que notre éducation va nous forcer plutôt à nous mettre dans des cases, et d'autre part, il y a des disciplines à respecter de manière claire. Donc on va plutôt désapprendre la créativité que de l'apprendre. Et l'imagination, c'est triste, et puis surtout, c'est important de l'avoir en tête, si vous ne faites pas ça, que faites-vous ? Autrement dit, l'imagination, c'est la création de monde, c'est la création d'utopie d'une certaine manière. Eh bien, si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous restez, pardonnez-moi l'expression, mais le nez dans le guidon et vous ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez. Le nez dans l'écran, pour le dire d'une manière plus contemporaine. Oui, absolument. L'imagination, ça c'est intéressant, c'est un débat de philosophes. C'est le rêve, c'est l'utopie, c'est le futur. Vous avez déjà utilisé le mot utopie. Rêve, utopie, ou c'est l'imagination, c'est le futur, c'est ce qu'on va vivre demain finalement. L'utopie est une forme réelle que nous n'avons pas encore atteinte. Et donc cette forme réelle, qui n'est pas encore atteinte, il va falloir la construire. Je vais vous donner une citation très intéressante d'un philosophe qui s'appelle Henri David Thoreau, qui, je le dis en français, qui disait « Il faut construire son château et il ne restera plus que les piliers à mettre dessous ». Eh bien cette dimension-là est fondamentale. Et pour un chef d'entreprise, comme un artiste, comme un philosophe, qu'est-ce que je veux construire ? Et donner cette vision-là est fondamental, donner cette imagination, parce que, Arnaud, il est important de mentionner qu'il faut la partager, cette imagination. Elle est évidemment innée, elle est chez soi, comme dans un rêve. Lorsqu'on rêve, on est tout seul, et puis ensuite on la partage. Si nous ne partageons pas cette imagination-là, nous ne partageons pas notre vision. Et alors, on ne peut rien construire. Et donc, cette dimension-là, associée à celle d'utopie, est fondamentale. Il nous faut rêver, il nous faut oser rêver et avoir cette dimension d'utopie, car sans l'utopie, l'être humain va finalement s'assécher. C'est une vision assez politique, l'utopie. C'est un mot qui a été utilisé beaucoup dans le combat politique. Il faut avoir des utopies. Concrètement, l'imagination en entreprise, parce que vous êtes philosophe et vous évoquez mais vous êtes professeur à l'ESSEC. Les étudiants, comme ça, un peu dans le moule, pour le dire simplement, ça les heurte quand on leur parle d'imagination. Ils ouvrent la boîte, ils arrivent à se libérer finalement de leur carcan. Non, ce n'est pas évident. Je ne crois pas forcément que c'est difficile. Oui, bien sûr, c'est difficile pour tous. C'est mieux de le faire le plus tôt possible que de le faire pour avec des adultes. Ce sera encore plus difficile un peu plus tard lorsque l'on rentre dans l'âge. Cette dimension-là va nous obliger effectivement à bousculer un peu les attitudes, à bousculer les habitudes. Cette dimension-là, vous savez, est associée cette fois-ci de manière concrète à la créativité. Autrement dit, l'imagination va nous donner l'ensemble, la créativité va nous donner les outils pour l'imagination. C'est plus concret, la créativité. Absolument. Et donc cette dimension-là va être une obligation d'une certaine manière pour nous enseignants de nous dire comment est-ce que l'on va déranger les habitudes, comment est-ce qu'on va provoquer. Forcément, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Autrement dit, vous n'arriverez jamais à développer votre créativité si vous n'êtes pas dérangé. Tout le monde parle, vous savez, de sortir de sa zone de confort. Ouais. Vous avez tout ça partout. Toujours. C'est impossible. Personne ne sort de sa zone de confort. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Ce que l'on peut faire, c'est étendre sa zone de confort. Et donc, ce que nous cherchons avec les étudiants, c'est étendre, grandir, accroître la zone de confort des étudiants. Pas la changer. C'est un mot, pardonnez-moi, mais un mot parfois de conférencier ou de consultant. Sortez de votre zone de confort. Non, c'est pas possible. C'est vrai. Sortir de la boîte, c'est pas possible. Mais par contre, nous pouvons tous agrandir notre boîte. Et donc, l'objectif dans l'éducation, c'est évidemment d'accroître cette boîte, mettre un peu dans des situations d'inconfort et faire accepter un peu l'inconfort. Vous avez un petit conseil, Xavier, comme peut-être vous le donnez d'ailleurs à vos étudiants, sur la manière finalement de pratiquer cette imagination, concrètement ? Oui, concrètement, il faut aller vers ce que nous n'aimons pas forcément. Je peux vous donner des exemples très clairs. Si vous écoutez de la musique rock, il va vous falloir passer aussi par de la musique rap. Il va vous falloir passer aussi par de la musique classique. Si vous n'aimez pas lire des romans, il va falloir lire des romans et pas simplement des essais que d'habitude vous lisez. Il va falloir essayer de manger quelque chose que vous n'aimez pas forcément. Autrement dit, vous devez vous mettre toujours dans une situation d'inconfort pour essayer d'accroître cette situation-là. Dans ces marges-là, vous allez pouvoir accroître votre créativité. Donc, forçons-nous. Allons écouter une musique que nous n'avons pas l'habitude d'écouter et qu'a priori, peut-être, nous n'aimons pas. Même chose pour la lecture, même chose pour ce que nous mangeons, même chose pour la confrontation d'idées. Il n'est pas plus riche de lire quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous. Et en termes d'attitude, il faut faire quoi ? Il faut briser ses chaînes, il faut ne pas accepter le monde tel qu'il est devant nous, puisqu'en fait, imaginer, c'est aller au-delà du monde qui est devant nous, finalement. 3 dimensions pour ça. La première chose, c'est que tout un chacun, y compris enfant, surtout enfant, nous acceptons le monde. La deuxième chose, il faut commencer à s'indigner. La troisième chose, c'est construire le monde. L'acceptation, l'indignation et la construction. C'est ces 3 phases-là que l'on peut faire. Autrement dit, j'accepte là où je suis, je commence à m'indigner comment je le fais,
Et dans un troisième temps, alors je vais pouvoir me mettre à construire. C'est quelque chose de solide et de rigoureux et d'effort, de persévérance, l'imagination. C'est un peu le film Le Cercle des poètes disparus que vous nous apprenez finalement sur le plateau là. Briser ses chaînes, c'est monter sur la table pour déclamer des poèmes. C'est compliqué de faire ça en entreprise, il faut oser. Vous savez, c'est Platon avec le mythe de la caverne, dans lequel à un moment donné, flamme. Absolument, et vous avez utilisé les mots, c'est briser ses chaînes, parce que les prisonniers doivent briser un moment dans leur chaîne pour pouvoir se retourner et voir à quel endroit se trouve le réel. Il faut oser le faire. C'est ce que je voulais... Vous avez raison, la difficulté à cet endroit-là. Mais ça s'exerce. Autrement dit, si en entreprise nous n'osons pas, c'est parce que dans notre vie privée, nous n'osons pas non plus. Sans aucun doute. Donc cette attitude dont vous parlez est tout à fait juste. Nous devons nous entraîner. C'est comme les questions de peur, par exemple. Nous devons nous entraîner à avoir peur pour avoir moins peur de quelque chose. Eh bien, c'est la même chose pour la question de créativité et d'oser les choses. Si vous osez dans votre vie privée, vous oserez également dans un environnement plus public. Merci Xavier de nous avoir éclairé, de nous avoir ouvert l'esprit. Entraînez-vous à devenir imaginatif et créatif, puisque ça découle ensuite de cette situation d'imagination. Votre livre « Imaginez le monde de demain » avec une palette de personnalités intellectuelles que j'ai citées tout à l'heure, édition Maxima, sous la direction de Xavier Pavie. C'était votre dernier livre. Merci de nous avoir rendu visite. À très bientôt. Je suis sûr que vous allez revenir nous voir. On fait une courte pause et on va s'intéresser. Alors là, c'est un axiome intéressant parce qu'on parle beaucoup d'inflation, de pouvoir d'achat. Les Français le voient, les fins du mois sont difficiles, l'inflation progresse. Est-ce que cela peut avoir un impact direct sur les emplois? On va en parler avec des économistes, vous allez le voir. Oui, la hausse des matières premières, la pénurie de matières premières peut avoir des incidences sur la fermeture d'entreprises, notamment qui ne peuvent pas répercuter évidemment l'augmentation de ces matières premières à leurs clients. C'est un des éléments. On fera le point avec mes invités juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, on va essayer de résoudre une équation un peu complexe, pas évidente en apparence. Hausse de l'inflation, on va revenir évidemment sur les chiffres. Est-ce que cette hausse de l'inflation peut avoir un impact sur l'emploi? Elle a forcément un impact sur votre pouvoir d'achat et sur les négociations engagées, puisque le patron du MEDEF a dit qu'il y avait déjà 57 branches qui avaient engagé des négociations pour augmenter les salaires. Y a-t-il un lien, y a-t-il un risque, évidemment, de baisse d'emploi, de suppression d'emploi liée à une inflation qui progresserait? On va en parler avec mes invités dans un contexte d'élection présidentielle. L'inflation, c'est comme le chômage, c'est abrasif quand on fait une campagne présidentielle, et c'est un élément sur lequel le gouvernement est vigilant, notamment avec cette prime de 100 €, prime inflation. Est-ce qu'elle va suffire? Je ne sais pas. Je vous présente mes invités. Christian de Boissieu, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, vice-président du Cercle des économistes et professeur émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'avais un livre à présenter que je retrouverai dans quelques instants, mais que je vais retrouver pendant que je vous présente mon deuxième invité, Laurent Vronsky. Merci d'être avec nous, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, qui prend des positions très claires sur une multitude de sujets. On va vous entendre dans quelques instants. Hervor, c'est une entreprise de compresseurs d'air comprimé. Absolument. C'est de l'industrie. Et vous me disiez en préparant l'émission, tiens, rentrons dans le vif du sujet. Il y a ceux qui sont pris au piège par l'augmentation du prix du blé, quand on fait des pâtes, quand on fait de l'alimentaire. Vous me dites, nous, on signe des contrats sur 5 ans. Si les prix augmentent entre-temps, c'est pour nous. Absolument. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes, vous aussi, victime de ces dérapages des prix. Oui, le mot est juste, puisque nous, en plus, on utilise énormément de matières premières. On est gros consommateurs d'acier, d'aluminium, de cuivre. Donc tous les métaux qui vont bien, tous les métaux qui ont des hausses entre 2 et 3 chiffres. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, sur de la tôle de base, donc de 5 mm, sans rentrer dans le détail, on est à 250% d'augmentation. 250%. 250%. Faites où cette tôle de 5 mm? On ne sait pas. Nous, on achète ça des aciéristes français. Bien sûr. Si vous voulez, ce sont des productions qui sont mondialisées. Simplement, c'est un marché, oui, bien sûr. Le problème, c'est que vous avez zéro négociation. Donc, en clair, on vous dit, c'est 250%, mais on vous informe. C'est-à-dire que c'est pas une base de négociation, c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que si vous ne le prenez pas, vous en avez un autre derrière qui va le prendre. Qui le prendra. Et vous ne pouvez plus produire. D'une manière plus locale, c'est ce que disent aujourd'hui les artisans, qui disent j'ai une augmentation sur le prix de mon aluminium, sur le prix d'un certain nombre de produits. Si vous ne voulez pas prendre le devis que je vous soumets, cher monsieur,
Ben moi j'ai 10 clients derrière, ils le prendront à ce prix. Donc ça génère quand même des tensions et des incertitudes. Christian de Boissieu, là je me tourne vers le professeur d'économie. Il y a cette fameuse courbe d'Alban Phillips qu'il a inventée en 1958, qui lie lui directement le taux de chômage et l'inflation. Il dit quand le chômage baisse, les prix montent, et les prix baissent quand le chômage augmente. Et donc on appelle ça la courbe de Phillips. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là? Est-ce qu'on est dans le contexte inflationniste qui s'adapte parfaitement à ce que dit cet économiste Phillips néo-zélandais? Bon, la courbe de Phillips, elle a joué un rôle très important dans les débats, avec d'ailleurs plutôt, vous évoquiez les deux sens de la causalité, mais souvent on la prend dans le sens, effectivement, du taux de chômage vers le taux d'inflation, tout à fait, plutôt que l'inverse. C'est vrai. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui dans oui, le mais débat. enfin là, je veux dire, peut-être pas complètement, parce que je pense aux États-Unis, l'inflation aujourd'hui est plus forte aux États-Unis qu'en Europe, et il y a peut-être parmi les facteurs le fait que le taux de chômage américain est plus bas que le taux de chômage moyen en Europe. Donc ça répond à la courbe bon, de Phillips. Alors ceci dit, au fond, votre question, c'est aussi indirectement quelles sont les causes de l'inflation actuelle. C'est pas uniquement, ou c'est même peut-être pas principalement le niveau de l'emploi ou le taux de chômage. Les causes de l'inflation ou des tensions inflationnistes. Excusez-moi. Je crois que pour le débat, il faut distinguer tensions inflationnistes et processus d'inflation. Nous avons, depuis quelques mois, et ça va durer encore quelques mois, des tensions inflationnistes qui vont plutôt en s'accélérant. Bon, dû à quoi? Au fait, et Laurent vit ça, j'imagine aussi, que les chaînes d'approvisionnement au plan mondial ont été, comme on dirait en franglais, disruptées, ont été sursaturées, oui, y compris par le Covid. Bon, et deuxième facteur lié au Covid, en sortie de crise, même si on n'est pas malheureusement encore sorti du Covid, mais enfin, on est quand même plutôt dans un scénario de sortie progressive. Enfin, c'est compliqué parce qu'on y re-rentre dans une cinquième vague. Enfin, bref. Bon. Mais en tout cas, du point de vue économique, je veux dire, les sorties de confinement, c'est plus... Oui, c'est la sortie du confinement. On est encore dans le Covid. C'est plus rigoureux de parler de sortie du confinement, de sortie du Covid. Vous avez une demande qui repart face à une offre qui a été effectivement très, très réduite par les circonstances. Et donc, la loi de l'offre et la demande s'applique dans pas mal de secteurs, avec une Chine qui a de la croissance et qui rebondit, qui est reparti plus vite que les autres, et qui demande des matières premières, un certain nombre de produits, etc. Donc voilà. Et je termine en disant, si j'ai distingué tension inflationniste du processus, c'est parce que je pense que c'est trop tôt de dire que nous sommes rentrés dans un processus inflationniste. C'est ce que disent certains économistes. Voilà. Pour deux raisons. Ça serait une parenthèse pour vous? Non, ça peut durer quelques mois, et quelques mois, c'est pas une parenthèse. Moi, je veux dire... pour les Français qui le subissent. Je ne considère pas que le seul compte le long terme. Comme disait Keynes, à long terme, nous sommes tous morts. Donc le court terme n'est pas à négliger. Je dis simplement que... pour que les tensions deviennent éventuellement un vrai processus, il faudrait deux conditions qui aujourd'hui ne me paraissent pas respectées. Premièrement, il faudrait que les anticipations d'inflation de la part des ménages, des entreprises, soient sérieusement revues à la hausse. Elles sont peut-être revues à la hausse, mais pas nécessairement significativement sérieusement. Et deuxièmement, et ça rejoint votre entame de tout à l'heure, pour qu'on ait un processus inflationniste, il faut que s'enclenche la boucle prix-salaire, style les années 70, entre les deux chocs pétroliers. Or, il y a des augmentations de salaire. Vous citiez M. Roux-Bézieux. 57 branches négocient actuellement. Il y a des augmentations de salaire qui sont d'ailleurs en partie, à mon avis, du rattrapage, qui sont liés aussi à des gains de productivité ici ou là, mais il n'y a pas d'augmentation généralisée des salaires aujourd'hui dans un pays comme la France. Laurent Wronski, je me suis tourné vers le directeur général d'une entreprise industrielle qui nous a raconté ses difficultés, mais qu'est-ce que dit Croissance Plus? Parce qu'il y a un autre débat qui se pose, on voit bien le lien chômage et pouvoir d'achat. Là, dans les négociations d'entreprise, les partenaires sociaux, et voire même les salariés individuellement, poussent la porte du DRH, s'assoit et dit à son DRH, écoutez, nous, j'ai pris 20% sur le gaz, j'ai pris 15% sur les mutuelles, j'ai pris sur l'alimentaire, j'ai 150 € à minima d'augmentation de charges, il faut m'augmenter. Qu'est-ce que dit Croissance Plus là? Parce que c'est un élément très, très concret, ça.
Alors d'abord, si vous le permettez, je voudrais juste prolonger les propos de Christian, parce que je crois qu'effectivement, on vit quelque chose de temporaire. Alors je n'ai pas encore le pouvoir de lire l'avenir, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vois très bien ce qui se passe dans mon secteur. Je ne crois pas un instant Qu'on est rentré dans un cycle. que la demande globale est supérieure en sortie de crise qu'en entrée de crise. C'est juste qu'on a nagé en apnée pendant 2 ans. Donc en clair, c'est exactement ce qui s'est passé avec Il faut que ça se le régule. secteur. C'est-à-dire que vous avez eu, dans notre métier par exemple, où il y a des vrais besoins derrière, vous n'allez pas vous faire plaisir malheureusement en achetant un compresseur. Non. Bon. À Noël, Donc, c'est le compresseur voilà. au pied Ça du peut être sapin, c'est sympa, rare. ça peut être original, Bien je vous le sûr. conseille, Très mais original. c'est assez rare. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'on a des acteurs économiques qui, par principe, parce qu'on était en crise, ont mis le pied sur le frein. Donc il y avait des vrais Bien sûr, projets bien sûr. derrière. Et donc du coup, en sortie de crise, on a, si vous voulez, un afflux. Un goulet d'étranglement. On parlait de la Chine il y a un instant. Il faut savoir qu'en Chine, il y a un très gros problème au niveau de la production d'électricité. L'électricité est une des composantes majeures de la production d'aluminium. Bien sûr. Donc aujourd'hui, Évidemment. vous avez des gens qui produisent de l'aluminium en Chine, dont les sites de production ne fonctionnent que 3 jours par semaine. Donc on raréfie la demande. Je ne parle même pas des containers, etc. Tout au même moment, en ouvrant des mines de charbon pour essayer de répondre à la demande. Et c'est précisément pour ça, sachant que le gaz a connu une augmentation assez importante. Donc je pense, mais encore une fois, c'est mes hypothèses, qu'on vit vraiment du rattrapage. Donc il y a une hausse qui sera ponctuelle, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des poussées inflationnistes. Je ne crois pas à une inflation qui va s'installer durablement. Vous allez voir, je vais venir aux élections présidentielles parce que cette équation-là, elle est sur la table à minima du président de la République. Ce sont des sujets éminemment explosifs. J'ai retrouvé cette petite phrase d'Helmut Schmidt, avant qu'il devienne chancelier, il a été ministre de l'économie et des finances. Et il disait cette phrase incroyable, il expliquait qu'une inflation à 5, parce qu'à l'époque en Allemagne, dans les années 70-72, on était à 5,7, une inflation à 5% était plus facile à supporter qu'un taux de chômage de 5%. Une inflation modérée, j'allais dire, fait pas de mal à l'économie en général, parce qu'il n'y a rien de pire que l'inverse. Mais ça fait monter les salaires, mécaniquement. Il n'y a rien de pire que la déflation. Bien sûr. Si vous êtes dans un contexte de baisse des prix, les consommateurs reportent à demain ce qu'ils n'ont pas envie rationnellement C'est vrai. d'acheter aujourd'hui. C'est signe Et de les bonne santé. entreprises, me tournent vers Laurent, si elles sont confrontées à une baisse de leur prix de leur débouché, c'est pas très incitatif pour investir et augmenter la production. Donc il n'y a rien de pire C'est sûr. que la déflation. Et donc, c'est la raison pour laquelle les banques centrales, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent... J'allais venir, parce que c'est elles qui régulent les taux. Les banques centrales n'ont jamais cherché à avoir un taux d'inflation zéro. Quand vous regardez les pays avancés, c'est plutôt essayer d'être à 2 ou autour de 2%. Alors aujourd'hui, on est au-dessus. Quand vous prenez la zone euro, quand On est à vous prenez, 2,6. quand vous prenez la BCE, quand vous prenez la Fed, on est au-dessus d'eux. Mais comme l'a dit Laurent, dans ce qui se passe là, pendant des années, on a été en dessous de 2% d'inflation par Oui, an. oui. Donc, ce que nous disent les banquiers centraux, ils disent c'est temporaire. Je dis simplement par rapport au débat temporaire, pas temporaire, un temporaire qui dure 6 mois, ça peut avoir quand même des conséquences sur les comportements. Il est là le sujet. Pendant une élection présidentielle, je m'autorise à le redire. Il est là le sujet, c'est-à-dire que par rapport à ce que je disais sur les anticipations de prix, les anticipations d'inflation, si on a une fin d'année 2021 et un premier trimestre 2022 avec une inflation qui continue à monter, il peut y avoir aussi dans la tête des gens, et c'est comme dans la tête que c'est important. Oui, l'économie, c'est Comme beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses. Mais c'est la confiance Tout aussi. se passe dans la tête. Il peut y avoir des changements dans les comportements. Donc, moi, Laurent, on est bien d'accord sur le fait que pour l'instant, il y a sans doute une petite bulle d'inflation. Et l'hypothèse, c'est que ça va retomber une fois que tout ça va se normaliser. C'est ça l'idée. Les prix de l'énergie, je ne suis pas sûr que ça va se normaliser. Non, complètement rapidement. non, l'énergie, c'est le prix ne baissera pas de toute évidence sur l'énergie. Oui. L'OPEP a légèrement relâché. Encore une fois, mais je dirais, je ne sais pas lire le futur. Mais je voudrais justement parler de... Vous n'avez pas répondu à ma question sur les salaires. Est-ce qu'il faut les augmenter ou pas? Je vais y répondre. Je vais y répondre. Parce que c'est ça le sujet. Pour que justement les auditeurs comprennent bien, je pense qu'il y a une suite logique à respecter. Sur la déflation, il faut bien se rappeler que quand on est rentré dans cette crise du Covid, énormément de prix étaient en déflation. Dans l'univers industriel qui est le mien, c'est-à-dire que beaucoup d'industriels n'ont pas augmenté les prix, pas pendant 5 mois, pendant 5 ans. Et chaque année, lors des négociations C'est un rattrapage. avec les clients, les discussions, ce n'était pas de combien vous les augmentez, c'est de combien vous les baissez. Donc, sans alimenter les théories conspirationnistes, la question qu'il faut se poser dans ce qu'on vit actuellement, c'est à qui profite le crime. Mais oui. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous êtes un des leaders mondiaux du transport maritime en containers, Ça marche bien, hein? par exemple, et que vous avez, le nombre de containers n'a pas diminué, le nombre des containers est stable. CMA, CGM se portent très bien. Donc, je ne voulais pas citer le nom. Bien, je dirais, et que vous avez une C'est petite vrai. tension sur le mètre carré transporté, je dirais, vous allez faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible.
possible. Et je le sais, puisque nous, on travaille 90% à l'export, Les beaucoup, prix, beaucoup de ces containers ont été mis au parking dans les ports. Donc pas à disposition du fret. Donc voilà, c'est une remarque. Maintenant, sur le pouvoir d'achat, pour faire un peu monter les prix. on a l'impression, alors d'abord, je le dis très gentiment mais, et sans arrogance, mais à chacun son métier. Donc on va laisser les hommes politiques faire de la politique, et puis on va laisser les chefs d'entreprise faire cheffer dans les entreprises. Les négociations Vous nous refaites salariales. l'échange Roux de Bézieux, Bruno Le Maire à la REF. Ils se sont dit la même chose. Laissez donc les chefs d'entreprise décider. Aujourd'hui, on rentre en campagne. Donc on a des gens qui ne sont pas toujours très légitimes pour savoir comment fonctionne une entreprise, qui vous mettent la main sur l'épaule, la main sur la Bible et qui vous disent ce qu'il y a à faire. Bon, les négociations salariales, ça n'a pas été créé fin 2021. Ça existe tous les ans. Tous les ans, on a des entretiens d'évaluation avec nos collaborateurs et tous les ans, on a des négociations salariales. Donc, cette année, ça ne sera pas différent des années précédentes. Vous avez des gens qui sont ravis de leur augmentation, pas contents de leur augmentation, qui souhaitent être augmentés. Rien de neuf sous le soleil. Il y a quand même beaucoup de Français, quand on tend le micro, je dirais comme ça, qui s'inquiètent, qui sont dans une angoisse existentielle, qui disent tout augmente. Et ça, c'est un climat qui n'est pas sain. Mais parce qu'ils n'y sont plus habitués. Moi, j'ai grandi dans l'inflation. Oui, l'inflation à plus de 10% dans les années 80. Après le premier choc pétrolier, tout augmentait. Bien sûr. Parenthèse, là, je ne regrette pas du tout la période de l'entre-deux chocs pétroliers avec une inflation en France qui à 15, était à 2 chiffres. À 2 chiffres, c'est ça. À 2 chiffres. Ouais. Je dis simplement que cette période-là, qui avait beaucoup d'inconvénients, les taux d'intérêt réels étaient bas, les taux d'intérêt hors inflation étaient bas parce que l'inflation était élevée, et les taux nominaux avaient moins suivi. Et deuxièmement, on ne peut pas déconnecter ce débat de la question de la dette, et qu'elle soit dette publique ou dette privée. Parce que dans le passé, depuis 2 ou 3 siècles, comment est-ce qu'on a réglé les problèmes de surendettement, historiquement ? C'est souvent par des phases d'inflation, puisque l'inflation, ça allège le poids réel des dettes pour les débiteurs, pour les emprunteurs publics. Oui. Sans parler de dévaluation, mais c'est pas le sujet. Ou la guerre. Ou la guerre, bah oui. Ou les deux. Là, on tuait le... Bah oui. Mais la dévaluation directe. Pas de problème. Mais les deux étaient liés, inflation et guerre. Je ne suis pas en train de souhaiter, bien sûr, ni la guerre, retour à l'inflation, ni le retour à l'inflation. Je dis simplement que moi, mon hypothèse, qui rejoint un peu celle de Laurent, c'est qu'il y a une bosse, que à partir, je ne sais pas quand, du printemps, ça va tomber. C'est ce qui est dit. Le pic va peut-être tomber au moment de l'élection Mars 2022, c'est qui est en avril, c'est ça. L'année prochaine. Ça va peut-être tomber. Bon, c'est pas de peau, peut-être pour les responsables d'aujourd'hui, parce que il faut quand même le dire. Quand on interroge les Français aujourd'hui depuis quelques mois, le sujet numéro 1, c'est pas le chômage. Le chômage a baissé globalement, même si, pour moi, le chômage des jeunes reste beaucoup trop élevé. Bon, alors donc, je raisonne aussi sur le chômage des jeunes et pas uniquement sur le chômage global. Mais sujet numéro 1, le pouvoir d'achat. Donc, ça va peser sur la présidentielle. Intimement lié à l'inflation. Même si l'un et l'autre et d'autres, on est en train de penser que pour les raisons évoquées, ça devrait retomber, sauf si les forces que j'évoquais au début se mettent en branle. Mais c'est la boucle prix-salaire. Pour l'instant, il y a des augmentations légitimes, nécessaires de salaire. C'est pas une augmentation généralisée des salaires. Et on va suivre l'évolution du SMIC, qui est un signal important pour les mois qui viennent. L'inflation est à 2,6. Hein, en octobre. En octobre. Sur 12 mois. Sur 12 mois, on est bien d'accord. Quand même, juste un mot, quand les restaurateurs disent, parce que ce qui est intéressant, c'est de faire le lien, on s'éloigne un peu de notre théorie de la courbe de Philippe, mais le lien entre pénurie d'emplois, parce qu'il y a presque 1 million d'emplois non pourvus, ce qui semble dingue. Et quand les restaurateurs annoncent, c'est l'UMI d'ailleurs, ça lui a été beaucoup reproché, d'augmenter les salaires de 9% pour les salariés, on lui tombe dessus parce qu'on lui dit d'abord, 1, il n'est pas légitime, et 2, on lui dit, il faut d'abord baisser les charges. Est-ce que vous êtes toujours sur ce sujet, je dirais, très 20e siècle, ou est-ce que ce sujet est encore plus d'actualité aujourd'hui pour redonner un peu d'air aux salariés ? Non, mais ce que je crois là aussi sur les pénuries, encore une fois, je veux dire, certaines personnes ont la mémoire courte. Je veux dire qu'on n'est pas rentré dans le Covid avec des métiers qui étaient pourvus. Je veux dire, tous les métiers manuels, par définition, il y avait des manques. Ça fait 20 ans que j'entends ça. Les peintres, les soudeurs, enfin tout ça. C'est plus compliqué de trouver un plombier que de trouver un sociologue, vous le savez très bien. Donc c'est pas nouveau. Bon, après, il y a des... Moins utile le sociologue quand on a des problèmes de plomberie. Il l'avait dit, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Il n'a pas parlé d'économistes. Mais il y en a beaucoup, les sociologues. Il y en a beaucoup. Il y a peut-être plus de sociologues que d'économistes. Maintenant, je crois à l'offre à la demande. Maintenant, il y a des métiers qui doivent, si vous voulez,
voulez, vivre leur révolution copernicienne. C'est-à-dire que si vous voulez continuer à attirer des gens, si vous voulez avoir une bonne qualité de Pense service... à la restauration. Mais je pense à la restauration, mais il y en a plein d'autres. Aide Je à veux la dire. personne. Mais je vais vous dire, je vais commencer par balayer devant ma porte. Je vais parler de l'industrie. Je veux dire que l'industrie a énormément évolué, fait sa révolution, mais en clair, c'était plutôt un tue-l'amour pendant 25 ans. D'où des pénuries. Ça évolue. Ça évolue. C'est vrai. On n'est pas encore arrivé au but. Mais donc, on a fait un petit peu une petite révolution, il y a des tas de choses qui ont changé. Je veux dire, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Simplement, ce que je trouve un petit peu désagréable dans la petite chanson politique qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'entre les lignes, on semble dire, écoutez, on a fait des super cadeaux aux entreprises, donc maintenant ça va être aux C'est entreprises. ce que dit Bruno Le Maire. Voilà. Il faut qu'elle joue le jeu, qu'elle Alors prenne sa part. Maintenant, il faut renvoyer l'ascenseur. Il faut Alors, partager le fruit de... oui, sauf que si vous voulez, ça c'est du discours politique et je vais vous dire pourquoi. Enfin, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais c'est que quand on dit ça, on raisonne de manière politique et macro. Je vais prendre un exemple très simple. Celui que je connais le mieux, c'est le mien. Nous, on n'a pas fermé une seule journée, on a eu 0 aide. Et on a eu, je peux vous dire, des baisses d'activité très importantes. Bon, donc on a traversé la crise et c'est tant mieux. Il y a des sociétés qui sont vraiment, si vous voulez, sur le fil du rasoir et qui ne savent aujourd'hui même pas comment elles vont rembourser les PGE. Donc de dire maintenant il faut renvoyer l'ascenseur, c'est facile à dire, moins facile à faire. Dans des boîtes où ça marche bien, où les collaborateurs se sont serrés la ceinture, les patrons vont faire leur boulot et ils vont avoir des négociations salariales vertueuses. C'est ça. que je pense, c'est que- Monsieur, il faut les augmenter ou pas, ces salaires? Parce que c'est sur la table, hein. Vous avez vu là. Mais il n'y a pas de problème. Je pense que dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, Il faut augmenter. Bien sûr. c'est l'offre et la demande. C'est la loi de l'offre et la demande. Et c'est pour ça que je Sans parlais- risque de dérapage inflationniste. Parce que quand on augmente les salaires, on se dit, C'est une approche sectorielle des salaires qui se distingue de ce que j'ai appelé la hausse généralisée des salaires, style les années... c'est par secteur, c'est les pas une années hausse 70. générale. Deuxième point, moi je me balade comme tout le monde à Paris et dans le reste de la France, dans mes activités, et quand je vais au restaurant et que je pose cette question qui m'intéresse comme citoyen et comme économiste, pourquoi vous avez du mal à recruter? Il y a la question des salaires, Oui. il y a aussi la question des conditions de La travail. pénibilité. Donc, la difficulté qu'on a sur ces secteurs en pénurie, peut-être que dans certains cas, la question salariale est centrale, mais il y a quand même pas mal de métiers dans lesquels il n'y a pas que le problème des salaires, il y a les conditions de travail, la manière de gérer les horaires, etc. Moi, c'est ce que j'ai entendu en province l'autre jour dans un restaurant où je me trouvais. La pénibilité. Pour se résumer, il nous reste quelques minutes, mais vous dites, on va atteindre peut-être mars-avril, cette espèce de bosse inflationniste, et on retrouvera une forme de régulation de notre économie. Il reste quand même un sujet important, est-ce que l'inflation peut avoir une incidence sur des entreprises, je pense à celle de l'alimentaire, excusez-moi de reposer la question, qui ne peuvent pas répercuter le surcoût de leurs matières premières à leurs clients. Certaines peuvent le faire, je pense à Saint-Gobain par exemple. Elle peut reporter le surcoût à sa clientèle. Plus compliqué pour un marchand de pâtes. Son blé a pris 40%, il ne peut pas doubler le prix de son paquet de pâtes. Je ne suis pas convaincu. Et donc je vais il met vous en dire. danger sur l'entreprise. Alors d'abord, je tiens à dire qu'en ce qui me concerne, moi je suis beaucoup plus préoccupé par ce que vous venez de dire que par des hausses de salaire. Parce que les hausses de salaire, je dirais, Ah oui. tous les ans, j'ai un rendez-vous. Et depuis 35 ans, donc rien de neuf sous le soleil. Par contre, ce que je trouve très préoccupant, c'est ce que vous venez de dire. Et ça, la grande question, elle tient en 2 mots. C'est qui paye. Donc, Oui. si les matières premières, elles augmentent. Bah oui. Tout le monde a un client. Et quand vous êtes fournisseur de rang 3, ce qui est notre cas, vous avez un client qui a un client qui a un client qui a un client. Et si le client du bout dit, non, maintenant Bah, vous vous retrouvez en situation très eh délicate. ben voilà, la situation c'est grosso modo, si vous avez un client qui dit non, je suis désolé, vous avez signé un contrat, vous êtes engagé sur des prix sur 3 ans, il n'y a pas d'indexation Vous des êtes prix. pris à la gorge, tout Alors, on est pris à simplement. la gorge, ça veut dire que qui finance, c'est l'entreprise qui va devoir rogner sur ses Mais marges. est-ce que ça, c'est une négociation pour un mouvement comme Croissance Plus, un mouvement de levier auprès du gouvernement en disant il faut, parce qu'on commence à entendre cette petite musique justement, prenez en charge ce surcoût des matières premières, aidez-nous, sinon on coule. C'est clairement, si vous voulez, quelque chose qui va concerner énormément de membres de Croissance Plus. Maintenant, je ne sais pas comment le gouvernement peut concrètement intervenir dans ce genre de Si vous négociation. voulez. Oui, c'est un vrai sujet. Concrètement, on fait quoi En B2B, Après 1 an et demi de quoi qu'il en coûte, c'est un peu compliqué. hein. mais non, mais on est d'accord, mais vous voyez bien qu'il y a un sujet C'est là un quand peu même. il y a un vrai compliqué. sujet. Il y a un sujet d'évolution des taux de marge, Bah oui. avec à mon avis des différences sectorielles qui vont s'accentuer, parce que les conditions de concentration et de concurrence ne sont pas les mêmes Absolument. C'est vrai. dans les différents secteurs. Et la capacité de répercuter l'augmentation du prix des inputs dans la production est très différentielle Oui. d'un secteur à l'autre. Exact. Donc, il va falloir suivre les taux de marge. Le sujet, la répercussion macroéconomique, ça peut être, je dirais, si véritablement il y a des secteurs tout à fait importants qui connaissent une baisse significative des taux de marge, la question qui va se poser, c'est l'évolution de l'investissement.
Absolument. et la manière de gérer l'innovation, parce que l'innovation, elle ne tombe pas du ciel, elle s'inscrit dans des investissements. Bien sûr, ça demande Donc beaucoup là, d'argent. c'est un problème qui, au départ, donne l'impression d'être micro ou sectoriel. Et qui est devient un plus problème global. macro. Mais ceci dit, l'État aujourd'hui va pas dire, vous savez, moi je compenserai ex ante ou a priori la baisse des taux de marge. Excusez-moi, il y a eu cette petite prime de 100 € là qu'on appelle la prime inflation. Enfin, c'est quoi? C'est un sparadrap sur une jambe de bois. Non, mais c'est pour, En tout cas, il y aura- solder le passé, c'est pas pour préparer l'avenir, Ouais. parce que si les prix des matières premières continuent Ça à monter, suffira pas. Mais il y a- et on va pas faire des chèques tous les 3 mois. Ouais, essence, pâtes. Il y aura sûrement pas la prime, si vous voulez, pour la hausse des matières premières pour les producteurs. Bah Par oui, contre, voyez, ce qui est votre cas. Ce qui est notre cas. Par contre, je pense à une chose. Effectivement, Christian a raison. Il y a des secteurs qui sont très concentrés. Par Pardon exemple, j'ai vraiment de la chance de ne pas être dans l'automobile. Parce que là, à mon avis, ils ne vont pas rigoler. Terrible. Bon. Non, traverse seulement, une crise non, terrible. seulement, non seulement ils sont confrontés, si vous voulez, à un client, donc les fabricants automobiles, qui de toute façon maintiennent les prix, voire les baissent, mais en Pénurie plus, d'électronique. qui en plus sont en transition et en pivotement. Oui. Donc on leur Thermique demande, à l'électrique. donc, voilà, donc on Bah leur oui. demande de doublement baisser les prix. Par contre, je veux dire que comme depuis maintenant 2 ans, les Français ont redécouvert, ainsi que les politiques, les vertus de la relocalisation, de conserver l'outil industriel français, enfin toute cette musique, On l'entend beaucoup. toute cette musique très sympathique. Musique ou réalité? Excusez-moi, c'est. Ouais. Justement, pour éviter que ça soit simplement incantatoire, C'est ça. c'est le montant, c'est le moment de le prouver. Parce que si en clair, vous laissez vos sous-traitants absorber ces hausses de matières premières avec une position intransigeante, c'est très facile de savoir ce qui va se passer. Celles-ci Ils vont fermeront. disparaître. Et ils disparaîtront. Mais On est d'accord. dans pas mal des secteurs évoqués par Laurent, la concurrence, elle est mondiale. Bien sûr. Et donc, la question qui se pose, c'est, OK, une baisse des taux de marge dans certains secteurs en France, et comment ça se passe à l'étranger, bien sûr. et comment ça se compare. Il y a pas, On il y a part pas sur la même ligne, sinon. Non, il y a, Ouais. il y a Clair. pas les valeurs absolues, il y a les valeurs relatives qui m'intéressent. Absolument. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés. Il y a à la fois de l'optimisme dans ce que vous nous dites par rapport à l'inflation, mais le sujet qui est sur la table, c'est le problème des taux de marge et le fait de maintenir en vie des entreprises prises à la gorge par des obligations de prix qui correspondent plus au coût. Absolument. On est d'accord, c'est ça l'enjeu pour vous aujourd'hui. Et le Christian de rôle Boissieu, et ça le c'est un rôle vrai de sujet. l'État, et est-ce qu'il faut quelque chose d'autre qui prolonge d'une manière ou d'une autre, sans le dire, le quoi qu'il en coûte? Moi, je suis assez sceptique, mais le rôle de C'est ça, l'État, la question. du rôle de l'État et des Absolument. politiques publiques est posée. L'accompagnement des entreprises qui sont dans la situation de Laurent Wroski, pris au piège à des tarifs déjà présignés, et là, avec le risque que votre entreprise soit en difficulté réelle, que vous soyez obligé de vous séparer de collaborateurs, ce qui viendrait effacer la politique du quoi qu'il en coûte. On est d'accord. Inquiétude. On fera un débat sur cette question très spécifique parce que je suis persuadé que des chefs d'entreprise ou des fédérations d'entreprises commencent déjà à tirer la sonnette d'alarme sur cette question. Merci Christian de Boissieu, économiste, vice-président du Cercle des économistes et professeur émérite Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et merci à Laurent. Dit, ça veut dire pas très jeune. Hein. J'ai jamais dit ça. Mais moi, je le dis. Vous le dites. Alors, c'est vous qui le dites. Mais vous faites très jeune, Christian de Boissieu. Laurent Wroski, directeur général d'Hervor, on l'aura compris, ce sont des compresseurs qu'on n'offre pas à Noël. Et on peut les offrir à Noël. Secrétaire général de Croissance Plus. Merci de nous avoir rendu visite, messieurs. Merci beaucoup. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va rester un peu dans la pénurie, évidemment, avec les métiers de la tech. C'est compliqué et les startups ont beaucoup de mal à recruter des talents. On en parle. Fenêtre sur l'emploi, c'est un sujet récurrent depuis plusieurs mois, la pénurie de talents, notamment dans la tech, et on va s'intéresser à ces talents recherchés par des startups. Alors ils n'ont pas toujours la force de frappe, et je dirais la marque employeur qui va bien, et c'est une difficulté de recruter ces talents. Avec moi pour en parler, Mickaël Fouché. Bonjour Mickaël. Bonjour Arnaud. On est ravis de vous accueillir, managing consultant chez Nicholson Search and Selection, puisque vous le dites en anglais, société anglaise basée à Londres, dont le siège est à Londres. Tout à fait. Elle a été fondée en 2005, cette société, et vous êtes spécialisé justement dans ces métiers de la tech. D'abord, avant de parler de votre activité, la pénurie est quoi? Est gigantesque. On n'a jamais connu une pénurie aussi importante dans les métiers de la tech. Je dirais que ça fait déjà pas mal d'années qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché de la tech et du digital de manière globale, qui a été accentué effectivement par la crise sanitaire et puis les impacts économiques derrière. Beaucoup d'investissements étaient un petit peu en attente pendant cette période un peu trouble pour tout le monde. Et puis la tech fait partie des secteurs qui sont le mieux sortis, on va dire. Et donc les investissements
derrière ont été massifiées. Et cette année, on atteint des records pour la French Tech, mais aussi pour d'autres pays sur les investissements faits dans les startups. Il en résulte que ces investissements sont généralement faits pour recruter en général et faire grossir justement. Et pour faire grossir, il faut des ingénieurs, il faut des développeurs. C'est la tech qui fait vivre les startups. Exactement. Les chiffres sont assez impressionnants. Chez Accenture, ils évoquent 11 500 milliards de dollars de croissance du PIB des pays au G20 d'ici 2028. C'est ce que pourrait coûter le manque de profils qualifiés sur l'ensemble des pays du G20. 11 500 milliards de dollars. Est-ce que vous êtes, vous, dans votre société spécialisée justement dans ce recrutement, capable de trouver des talents, ou est-ce que vous êtes vous-même, alors que vous êtes une entreprise spécialisée, en grande difficulté ? Alors non, notre travail, c'est justement d'identifier ces talents et de les suivre dans la durée. On fait un travail de fond au quotidien pour identifier ces talents. On travaille énormément par réseau. On mappe complètement le marché, les entreprises qui sont présentes. Vous chassez, en quelque sorte. Et on chasse derrière ces personnes-là pour rentrer en contact. Et ensuite, on les suit un peu comme des agents de carrière aujourd'hui, comme ça peut se faire dans le sport. C'est comme ça aujourd'hui qu'on travaille chez Nicholson. Donc ils sont aussi précieux que cela, ces talents de la tech. Quand on dit talents de la tech, c'est quel métier ? On parle de quel métier ? Parce que pour ceux qui ne sont pas dans la tech... tous les métiers du développement, du produit, du marketing aussi liés vraiment au domaine de la tech. Et après, il y a une multitude de métiers, je dirais, qui constituent les entreprises et qui sont propres à chaque secteur d'activité dans lesquels les startups travaillent. Alors là, on a vu le volet talent de la tech. Oui. Intéressons-nous aux startups, parce que les startups, vous l'évoquiez, elles ont des besoins importants de tech. Comment elles doivent faire ? Comment vous les accompagnez aussi ? Quels conseils vous leur donnez à ces entreprises pour qu'elles soient, je dirais, la plus visible possible et j'allais dire la plus attrayante possible ? Je dirais qu'il y a plusieurs axes aujourd'hui. De manière globale, je dirais qu'aujourd'hui, le rapport de force est inversé entre les entreprises. C'est le candidat qui gagne. C'est exactement ça. Donc il faut que les entreprises ne soient plus dans la démarche classique de recevoir et de challenger des candidats. Il faut aussi savoir maintenant les séduire et les attirer pour travailler chez eux. Et je pense que c'est aujourd'hui l'axe majeur sur lequel les entreprises doivent travailler, enfin les startups de manière globale doivent travailler pour attirer les meilleurs talents. On l'a compris, vous accompagnez, vous chassez, vous accompagnez ces talents jusqu'au moment du recrutement. Tout à fait. Donc vous avez aussi une vue à contre-champ. Et même au-delà du recrutement, je dirais que on suit aussi ces personnes-là pendant leur vie dans l'entreprise. Derrière, ils deviennent aussi nos clients, puisqu'eux-mêmes vont recruter et grandir dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces startups que vous voyez donc en contre-champ, puisque vous l'accompagnez et vous allez le suivre au sein de ces entreprises ? Qu'est-ce qui leur manque ? Qu'est-ce qu'elles ne font pas bien et qu'elles devraient faire, ces startups ? Je dirais que voilà, il y a des grands axes. La première, c'est de se créer une réputation d'être une bonne entreprise, de créer des bons produits, d'avoir des bonnes pratiques, à la fois en interne dans l'entreprise, dans sa façon de travailler, mais aussi avec ses salariés. Je pense du RH, la RSE. Exactement, ça fait partie effectivement des critères importants. La deuxième, c'est d'avoir une culture d'entreprise qui soit bienveillante, saine, qui permette l'épanouissement personnel aujourd'hui, qui est vraiment un point qui est devenu crucial pour les nouvelles générations dans leur choix de trouver un nouvel emploi et une nouvelle entreprise dans laquelle ils vont pouvoir se projeter dans la durée. Je pense qu'il y a très peu de gens qui trouvent vraiment une balance aujourd'hui entre leur vie privée et leur vie personnelle. Je crois que c'est autour de 15-20% des gens qui sont satisfaits de leur équilibre vie privée-vie pro. Aujourd'hui. C'est peu. Donc il faut, comme il y a un phénomène, les gens, les nouvelles générations, les gens qui constituent les startups de manière globale, ont vraiment cette volonté de retrouver cet équilibre et puis d'avoir un sens dans ce qu'ils font, d'avoir un impact au travail. Je pense qu'il faut que les entreprises et les startups de manière globale insistent sur l'impact que va avoir tel rôle qu'ils vont avoir dans l'entreprise, pour l'entreprise, comment ils vont l'aider à se transformer, à évoluer sur leur marché. Alors, Mickaël, il y a un sujet qui a été évidemment traité énormément dans notre émission Smart Job, c'est le télétravail. Et on découvrait aussi que dans les outils de séduction des talents, il y a le télétravail. C'est devenu incontournable. Aujourd'hui, c'est clair. Je pense qu'on a tous vu des questionnaires sur LinkedIn demandant si on voudrait retourner à 100% au travail, 50% ou... Les gens disent non. Ou 100% sur place. Et il y a une majorité de gens, je dirais qu'il y a 30% de gens qui sont vraiment 100% pur télétravail. Et surtout les populations tech. La tech, bien sûr. Déjà habitués avant Covid, eux. Déjà habitués avant Covid.
pour une petite partie. Ce n'était pas encore très vrai. Ça s'est vraiment accentué avec le Covid. Une deuxième partie qui a envie de revenir au bureau pour avoir cette culture d'entreprise, travailler avec ses équipes, mais qui a aussi envie d'avoir cette capacité à travailler de temps en temps depuis la maison. Et puis une partie des gens qui ont quand même envie de retourner au travail de manière globale. Donc il faut savoir s'adapter. Sur site. Sur site, ouais, parce qu'ils travaillent même chez eux. Ils travaillent chez eux. Mais c'est vraiment avoir cette panoplie de flexibilité, on va dire, cette flexibilité vis-à-vis du marché candidat, des candidats potentiels aujourd'hui est très important pour pouvoir recruter. Tout simplement, si une entreprise ne veut pas faire de 100% remote, aujourd'hui, elle se prive de 35% du marché des développeurs. 35% environ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les candidats que vous accompagnez vous disent, moi, s'il n'y a pas du full remote, je ne rentre pas dans cette boîte. Un tiers d'entre eux ont envie de partir en province, ont envie d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir venir au bureau s'ils le souhaitent, mais d'être aussi s'ils le souhaitent à 100% en télétravail. Et si les entreprises ne permettent pas cette flexibilité, ils perdent ce bassin de candidats potentiels. Donc ils se privent évidemment de talent. Un mot, même plusieurs, sur la capacité, et encore une fois, tout ça est lié au Covid et à ses conséquences. Il y a le télétravail, on vient de l'évoquer, il y a le sourcing. Est-ce que vous, entreprise internationale, fondée en Angleterre, est-ce que vous avez aussi ce désir d'aller aussi recruter très loin en Lituanie, grâce justement au fait qu'on puisse être à 100% full remote? Donc rien ne vous empêche d'aller recruter un talent en Lituanie, en Ukraine, dans les pays de l'Est, en Afrique. Comment ça se gère ça? C'est une très bonne question. Je pense que les entreprises avant recruté de manière très locale, qu'elles sont ouvertes à la province de manière générale. Ouais. Et puis aujourd'hui, on commence à se tourner vers l'international, mais c'est pareil. Tous les pays aujourd'hui ont un shortage de compétences dans le domaine du digital et de la tech. Donc il faut se battre. Après, peut-être que des entreprises françaises ou au UK ou aux US auront plus de facilité à attirer des populations de pays un petit peu moins développés, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Quand vous dites moins développés, l'Afrique, on sait qu'aujourd'hui... les rémunérations seront plus faibles que ce qu'on pourra offrir, aujourd'hui sur des marchés comme la France. Et est-ce que ce sont des bases ou des pistes de réflexion, ces nouveaux territoires? L'Inde, qui est un pays aussi où la tech et l'informatique est très développée, est-ce que vous dites, grâce finalement à ce travail à distance, on n'est plus obligé d'être en présentiel, on va aller chercher des talents ailleurs? Est-ce que vous avez commencé à travailler sur cette piste-là? Oui, bien sûr, mais c'est des sujets sur lesquels on travaille avec certains clients, effectivement, qui sont déjà ouverts à cette idée-là. Après, ça demande aussi une organisation, ça demande des outils pour pouvoir faire ça, pour travailler en décalé avec les plages décalages aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est des points dont on ne parle jamais, mais il faut quand même qu'on puisse se parler à des horaires normaux. Il faut mettre en place une organisation pour pouvoir permettre ça à son entreprise. D'ailleurs, on fait comment en Inde? On se décale pour ceux qui travaillent Alors, c'est grâce à des outils justement de communication qui vont permettre de suivre les projets au fur et à mesure et de permettre de travailler de manière asynchrone entre les différents pays. Asynchrone, on est d'accord. Ouais, on n'est pas obligé de se lever à 4h du matin pour faire sa visio avec son ingénieur. Peut-être pour les recruter, par contre. Peut-être pour le recruter, ça c'est différent. Un dernier mot avant de nous quitter. La pénurie est de combien là? Il y a combien de talents recherchés? Selon les estimations, je dirais au moins 20 à 30 000 ingénieurs pour la région Île-de-France, ce qui représente à peu près 65% du marché. Donc je pense quelque chose aux alentours de 40 000 ingénieurs informatiques aujourd'hui. 40 000 ingénieurs informatiques. On ne les a pas en tout cas en France. Ils sortent peut-être des écoles et j'imagine que vous allez aussi recruter dans les écoles. J'en suis sûr. On commence très tôt maintenant. Merci Mickaël Fouché de nous avoir rendu visite, managing consultant chez Nicholson Search and Selection. Je l'ai bien dit, entreprise dont le siège est à Londres et dont une des filiales est ici à Paris. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité évidemment. Merci pour toutes vos réactions, pour tous les messages que vous nous envoyez. Merci à toute l'équipe. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Saïd Osson. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'accompagnent dans cette belle aventure de Smart Job. Je serai là demain si tout va bien. Bye bye.